Il est 7 heures, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Ici Jean-Numa Goudou, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour. Bonjour Jean-Numa, c'est avec plaisir que je te retrouve et les auditeurs ce matin pour cette édition de Nos Nouvelles. Voilà, et nos nouvelles apportées par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, on parlera sur le plan local d'une nouvelle situation pour l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Beaucoup d'immigrants d'un coup. Ouais. On parle de combien? On parle de 1325 immigrants, dont 27% d'Haïtiens d'ailleurs, qui se trouvent dans une situation assez difficile. Il y a un collecte de dons. Oui. Justement, il y a un collecte de dons qui a été lancé hier, qui va finir jusqu'au 12 3 septembre. mois. Et Jean-Étienne va nous parler de ça en long et en large, comme on dit d'habitude. Et en Haïti, on aura retrouvé François qui commentera peut-être cette information pour nous. Et on parlera en Haïti de cette rencontre entre le CSPN finalement et la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Le gouvernement serait prêt à se rétracter par rapport à l'arrêté qui révoquait, selon le sénateur-sénatus, le chef de la police. On vous en parlera. On parlera aussi de la sécurité. Oui, et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui appelle la population à lui donner des informations sur les bandits, mais d'un autre côté, il dit qu'il a toutes les informations. On parlera aussi du Conseil électoral provisoire. De Conseil électoral provisoire, l'OCID, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, qui se dit inquiet par rapport à la mise en place d'un Conseil électoral permanent. Et puis, on parlera aussi d'un site internet. Vous savez ce qu'ils font? Super intéressant au CID. C'est un site internet qu'ils ont créé qui permet à tout le monde, à tout citoyen, d'aller vérifier comment le Parlement fonctionne, quelle loi qui devrait être votée ou qui n'a pas été votée, combien de séances est-ce qu'il y a eu. Toute l'activité parlementaire se trouve sur ce site-là. On vous parlera de ça aussi. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Aubin, Fabrice Rousier, Wesley, défilé rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombord-Mancourt. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Que regardez-vous sur votre tablette? Voilà, vous
écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Vous êtes en direct également sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp, YouTube, un peu plus tard. Alors, à Onsic-Cartierville, on a... j'ai failli dire on a assez, mais non. Non, c'est pas ça, mais on a plein sur les bras. Définitivement. Et on a plusieurs organisations qui travaillent dans l'accueil des immigrants, Jean-Humain, qui lancent définitivement la sonnette d'alarme. Ouais. D'ailleurs, ils ont lancé hier, 19 juin, une campagne de collecte de denrées et de matériel d'une façon générale pour venir en aide aux 1325 immigrants. Pour la plupart des Haïtiens, 27%. Les Haïtiens sont... Ça, on comprend, oui. Des demandeurs d'asile, notamment. Oui, des demandeurs d'asile, notamment. Eh bien, l'idée, c'est d'arriver vraiment à venir en aide à ces personnes-là qui sont dans une situation difficile, car bon nombre d'entre eux n'ont pas encore le permis de travail. Ouais. Ceux qui en ont n'arrivent pas encore à trouver un emploi. Il faut qu'on rappelle qu'à Onsic-Cartierville, c'est le quartier limitrophe à Montréal-Nord, où justement beaucoup de demandeurs d'asile haïtiens, l'arrondissement a recensé plus de 3000 ici à Montréal-Nord. Donc il y a une certaine quantité, quand ça déborde à Montréal-Nord, qui s'en va à Onsic. Oui, justement. La réalité, c'est que si tu dois comparer, par exemple, aux 4 années antérieures, on avait une centaine, 100, 150. Maintenant, ça veut dire ce que ça veut dire avec 1300. Avant, on parlait de 100. Vous aurez des précisions un peu plus tard, tout à l'heure, sur les chiffres, parce qu'on a un extrait qui parle uniquement des chiffres. Mais il faut comprendre vraiment, les organisations sont dépassées. Si tu recevais une centaine, maintenant on est à 1300, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour planter vraiment le décor, je vais vous laisser écouter Donald Boisvert, le directeur de la Corbeille de Bordeaux-Cartierville, qui va nous expliquer un peu la réalité actuellement dans cette zone. Ces gens peuvent aussi se déplacer avec difficulté dans les différentes ressources, entre autres comme les banques alimentaires, faute de sous. Ce qui fait la particularité de cette situation, c'est le nombre de cas et la sévérité des cas. Les intervenants qui travaillent sur le territoire depuis de nombreuses années témoignent que nous sommes face à une situation sans précédent. En réponse à ce contexte particulièrement difficile, les organismes réunis au sein du comité d'accueil des nouveaux arrivants de Bordeaux-Cartierville, chapeautés par la table de quartier Le Clic, ont décidé de mettre sur pied cette opération. L'objectif est de recueillir des dons de lait maternisé, des couches et certains meubles pour répondre aux besoins urgents. L'opération va durer 3 mois et se terminera à la fin du mois de septembre. Voilà, on l'a écouté, M. Boisvert, qui a expliqué un peu. Il a surtout parlé de la sévérité des cas. Oui, justement, on va entrer dans les détails. Pour la campagne, ils veulent vraiment avoir beaucoup de choses, par exemple des couches, des laits maternisés. Ils veulent aussi collecter des tables, des chaises, des cuisines, de bureaux, pour des vêtements, des chaises pour bébés, etc. Vraiment tout ce qu'on peut avoir, parce que apparemment la situation... Apparemment, il y a beaucoup d'enfants aussi. On parle de couches, de lait maternisé, des affaires comme ça. Il y a énormément d'enfants. Malheureusement, on avait posé la question. On n'a pas les chiffres. Les chiffres pour les enfants, mais c'est clair qu'il y en a, Voilà. Nous n'avons jamais vu autant de cas sérieux pour les familles. C'est ce qu'a déclaré Madame Anne Alexandria, qui Alexanienne, disons. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans l'accueil des migrants. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça. Et elle croit nécessaire vraiment que la mobilisation se fasse pour venir en aide à ces personnes. Mais je vais vous laisser l'écouter surtout sur la progression. Comment ça a été depuis les dernières années, puisqu'elle a l'expérience dans cette affaire. Et comment ça a augmenté d'un coup. Absolument. On a l'habitude à travailler avec les nouveaux arrivants. C'est notre clientèle. Par contre, ce qu'on vit cette année, c'est un petit peu particulier, que même pour nous, qui a une mission, un mandat, une expertise d'accueil intégration des nouveaux arrivants, on constate des difficultés très importantes sur notre territoire. Si on compare, mettons, à partir de 2015, l'organisme a reçu 140 demandeurs d'asile. En 2016, 144. L'année suivante, 2018, donc vous voyez, il y a une augmentation progressive, mais cette année, nous avons reçu 1325 personnes demandeurs d'asile, ce
qui est très important, même pour un organisme comme le CACIF. Voilà, elle a expliqué un peu la réalité et c'est assez compliqué. Mais à côté de tout ça, Jean-Numa, il faut comprendre vraiment... là, on va parler de chiffres. Là. Oui, on va parler vraiment de chiffres. Qu'est-ce que ça donne globalement, d'où viennent ces gens. Oui. Comment est la situation économique de ces personnes-là, puisque bon nombre d'entre eux n'ont pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, encore le permis de travail, même si ceux qui en ont de la difficulté à trouver. À trouver de l'emploi, oui. Voilà, on va comprendre après les Haïtiens qui viennent après dans la liste des personnes concernées par cette réalité. C'est pas seulement les Haïtiens. C'est qui d'autre? Il y a les Nigériens, il y a même des Mexicains. Je croyais que les Nigériens s'en allaient vers l'Ontario. Il y en a encore. Il y en a des Nigériens, il y en a des gens de Niger aussi. Donc, on va écouter encore une fois Madame qui va nous préciser ces informations. On remarque aussi qu'ils ont des besoins assez importants. Ils vivent une situation précaire. La plupart des personnes, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est seulement 39% de ces personnes qui sont sous l'aide sociale, qui ont des prestataires de sécurité de revenus. Il y a quand même un pourcentage, à peu près 10% qui ont un revenu de travail, mais même en ayant un revenu de travail, ce n'est pas suffisant, loin de là, pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a quand même un nombre important qui sont sans revenu ou avec les économies personnelles. La plupart des personnes viennent d'Haïti, 27% de toutes ces personnes viennent d'Haïti. La deuxième place occupe Nigeria, Syrie, puis par la suite Niger. Puis après, il y a Égypte, Tchad, Pakistan, Mexique qui complètent notre liste. Quasi-totalité de ces personnes passe par la frontière américaine. Ce qui est aussi important que moi-même, j'ai été surprise que 41% de ces personnes ont une formation universitaire, ce qui nous fait croire que ça peut être une main-d'œuvre très intéressante au Québec, surtout dans un contexte des taux d'emploi assez intéressants et les besoins du marché du travail très importants. Ouais, sauf que leur diplôme universitaire, ils ne l'ont pas eu ici. Et la reconnaissance des diplômes, c'est une autre paire de mains. Ah oui, définitivement. Bonjour les emplois. Salut François. Bonjour Jean-Numa, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah ben ça va. Ça va. Ouais. Bon, et vous parlez de ces personnes-là qui sont à qualification? Non, à Onsic-Cartierville. Ah, on sait quelqu'un de ville. Oui. Alors, ça veut dire que... Quand ça déborde à Montréal-Nord, il y en a Montréal-Nord, on a beaucoup. Hein, disons ça comme ça. Et puis quand ça arrive, ça déborde. Vous vous souvenez, cette semaine, on a parlé de la situation des enfants à Montréal-Nord qui ne trouvent plus de place dans les écoles de Montréal-Nord. Ils sont obligés d'aller à l'école à Rivière-des-Prairies. Oui. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. En plus. Ah oui, c'est la journée, le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et le gouvernement, l'ONU, on a HCR, qui est l'organisme qui s'occupe de ces cas, de ces personnes affectées, parle de près de 68 millions de personnes en déplacement dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? 68 millions de personnes. Et dans un contexte aussi particulier où Donald Trump, d'une part, essaie de mettre les bâtons dans les roues des Mexicains, des Latinos, en séparant les enfants de leurs parents. On a également en Europe, l'Allemagne aujourd'hui, vous vous rappelez la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne, il a dit il va bloquer tous les immigrants et tous les migrants qui arrivent de l'Afrique ou bien d'ailleurs, et ce qui est une position que ne partage pas la chancelière allemande. Alors, on avait dit que la coalition peut être éclatée. Ensuite, on a en Europe également beaucoup de cas de situations extrêmement difficiles. Alors, l'ONU fait des recommandations, mais l'ONU dit on n'a pas le pouvoir d'imposer des points de vue.
on n'a pas le pouvoir de dire et d'imposer à Donald Trump des situations de lui dire que vous ne pouvez pas séparer les enfants de leurs parents. Alors, l'ONU fait des recommandations. Ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire ça à Donald Trump. Oui, déposé, mais oui. Pourtant, ils interviennent un peu partout, en Palestine, un peu partout dans le monde, en Haïti. Ils font des dénonciations, ils s'immiscent dans les affaires internes. Ce sont des recommandations. Ça veut dire que l'ONU exhorte le gouvernement américain de ne pas faire ça. Exhorte. Ce sont des exhortations, mais on ne peut pas ça. Alors, ça veut dire que voilà la situation qui est très triste, un tableau assez sombre. Mais il y a une proposition qui est en cours actuellement à Ottawa. Ça pourrait être une bonne chose. C'est quoi? On a par exemple un groupe qui est financé par Ottawa qui propose à Ottawa de déclamer, de geler les avoirs des dirigeants corrompus afin de financer les personnes en difficulté à ce niveau-là. Ah bon, ok. Ça veut dire que le gouvernement fédéral, il pourrait, là on parle jusqu'à présent de possibilités. Ce n'est pas quelque chose qui est parce que ça prend une loi. Alors, on demande au ministre de la Justice d'envisager d'utiliser les avoirs des dirigeants corrompus installés ici au Canada afin d'aider les migrants, afin d'aider les personnes en difficulté. Alors, les personnes en difficulté provenant de leur pays, des pays de ces dirigeants corrompus? Oui, parce qu'ils disent que... C'est à cause d'eux. Ces gens-là, oui, effectivement, ils sont au Canada, ils sont déplacés parce que ces dirigeants-là, ils ont pris, ils ont mal géré, ils ont volé les biens dans leur pays. Et avec ça, on dit... Là, on commence à parler. Hein? Oui, puisque ces dirigeants sont responsables de déplacements forcés en raison de leur mauvaise gouvernance, utiliser de l'argent qu'ils ont volé pour aider les réfugiés de leur pays présenterait une certaine symétrie. Ça, c'est le Conseil mondial pour les réfugiés qui fait cette proposition-là, et moi, je pense que c'est une très belle proposition. Ça veut dire que ça permet à ce moment-là de voir qu'effectivement, on ne peut pas laisser ces choses. C'est comme par exemple, on fait un peu d'œil, c'est comme par exemple, l'autre qui est allé chanter au Chili pour les personnes qui sont en déplacement. Martelly, avec l'argent du Petro-Caribé, ces gens-là ne seraient pas allés au Chili. Absolument. Alors lui, il va encore prendre cet argent-là. Il va profiter de leur situation. Faire un show pour avoir ça. Ça veut dire que c'est vraiment à ne rien comprendre là. Alors, ça, c'est une bonne chose, une bonne proposition. Alors, ça prend une proposition de loi, et puis il faut qu'on discute, tout ça. Alors, on va voir si ça va avoir une suite favorable. Okay. Bon. Alors, hier, on a parlé abondamment de la question aux États-Unis. Mais aujourd'hui, Donald Trump fait un lien entre les demandeurs d'asile, les migrants, et la criminalité. Ah bon? Ouais. En parlant de l'Allemagne, d'ailleurs, en parlant de l'Allemagne, Angela Merkel a répondu du tac au tac. Là. Oui, alors il dit que la situation, il va s'immiscer dans les affaires de l'Allemagne. Il dit que les chiffres officiels ne sont pas corrects. Il y a plus de criminels en Allemagne que... C'est incroyable. En tout cas, il n'y a rien qu'il n'a pas dit, Jean, sur le monde. Tu sais ce qu'il a dit hier en plus à propos de nous? Non, mais oui, il dit que les Canadiens viennent aux États-Unis pour acheter des souliers et puis pour venir les revendre chez eux. Puis ils les portent avant pour les user avant de traverser la frontière. C'est incroyable. Ce gars-là, là. Maintenant, il y a deux autres nouvelles qui n'ont pas rapport avec la crise des réfugiés, la crise des personnes en difficulté. Alors, on va regarder au niveau de la citoyenneté. Il y a une modification qui est proposée au règlement sur la citoyenneté. Alors, on dit maintenant, si quelqu'un, en faisant sa demande de citoyenneté, fournit une fausse information ou bien un document frauduleux, on va garder ce dossier-là, on va garder ce document-là pendant longtemps et ça va provoquer beaucoup de problèmes pour cette personne-là parce que
l'agence de services frontaliers. OK? On peut utiliser ce document saisi pendant une bonne période pour soit révoquer la résidence de la personne. Ça veut dire que c'est une modification qui est proposée. Les gens, ils ont 30 jours pour aller sur le site pour donner leur opinion, parce que c'est après 30 jours qu'on va à ce moment-là, ça dépend des réactions. Ça veut dire qu'on fait la consultation maintenant pour les 30 jours, et de là, on va voir ce que ça va dire, parce qu'on ne peut pas que les gens utilisent de faux documents. Par exemple, lorsqu'on demande à la personne si elle vit au Canada, et il y en a qui vont utiliser de fausses adresses, il y en a qui vont utiliser de faux documents. Ben oui, pour devenir citoyen. Alors, on va garder ces documents-là et ça peut entraîner la révocation de la résidence permanente. Alors, c'est ça. Le processus commence quand, là? Non, c'est une proposition qui a été faite et maintenant, ça, c'est sur le site de la Gazette, sur le site de l'immigration. Les gens peuvent réagir. Ils ont 30 jours pour réagir. Qui a fait la proposition? Le gouvernement? Le gouvernement. Okay. Et si maintenant, il n'y a plus de propositions favorables que défavorables, alors là, maintenant, la proposition va passer, ça va être un règlement, et on est en train de resserrer la vis là, parce qu'on dit, souvent, les gens vont utiliser cette stratégie pour devenir citoyen canadien. Mais est-ce qu'ils ont donné des statistiques par rapport aux documents frauduleux qui ont été soumis pour... Non. Ils n'ont pas donné des statistiques. Ça veut dire que c'est la proposition qui est là, puis ça répond à... C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas. Et souvent, les gens vont quitter leur pays. Il y en a qui vont même essayer d'avoir des estampes dans les passeports. Il y en a qui vont essayer d'enlever des estampes dans les passeports pour démontrer qu'ils étaient au pays. Là. C'est de la fraude. Oui, il y en a qui vont tenter de voyager. Il y en a qui ont développé des techniques pour faire ça. Oui, et qui vont demander, arriver dans leur pays, qui vont demander aux agents de ne pas mettre des estampes. Incroyable. Ah, d'accord. Pour terminer, on a un article aussi qui parle de travailleurs, des personnes à l'étranger qui sont flouées parce qu'ils ont reçu des offres d'entreprises ou bien d'agences de recrutement. Ces offres sont fausses. Alors, moi, souvent, je reçois des appels de personnes qui me disent « Oui, j'ai eu une offre, on m'a dit que la ville de Montréal m'a accepté. » Et puis, je dis « Mais la ville de Montréal vous a accepté, vous êtes en Haïti, est-ce que vous avez appliqué? » Non, je n'ai pas appliqué, mais la ville de Montréal m'a accepté. Alors, à vous qui avez des parents ici au Canada, et à l'étranger, là, vous qui nous écoutez, alors faites attention. Quand vos parents vous appellent pour vous dire que oui, Bombardier m'a envoyé une offre, ou bien, je ne sais pas, Hydro-Québec m'a envoyé une offre, tout là, c'est de la nappe, parce que c'est la première étape. On envoie la proposition, on envoie l'offre à la personne. Deuxième étape, on lui dit, OK, maintenant votre dossier commence à être complet, envoyez-nous 200, envoyez-nous 300. Et puis, par la suite, ça veut dire que la personne va continuer, dépendamment de la naïveté de la personne avec qui elle parle. Alors, c'est très important de faire attention. Ça veut dire que vous n'avez pas fait d'application chez Bombardier, vous n'avez pas fait d'application à la ville de Montréal. On ne peut pas vous envoyer une offre, vous qui êtes, je ne sais pas, au Nigeria, ou bien au Sénégal, en Haïti et au Mexique. On ne peut pas vous envoyer une offre si vous n'avez pas fait d'application. Et déjà, même des personnes qui sont ici au Canada ne peuvent pas trouver ces offres-là. Alors, je ne comprends pas comment on est à l'étranger pour avoir ce c'est ça. Bon. Les immigrants ont déjà des difficultés à trouver de l'emploi ici, et puis on va vous faire une offre pendant que vous n'avez même pas les papiers encore ici. Waouh, génial. Mais les agences de recrutement, alors je dis les fausses agences, et on ne parle pas des agences. Non. Oui. Bon, merci beaucoup François. François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran, justement, sur Facebook. C'est la pause. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmetica multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmetica multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmetica multi-ethnique 4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmetica multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Qui bon marché, ouais beau, jouer un produit, moi t'es pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique bref, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais beau, a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Marché, ouais beau, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin pour force, manger ouais beau, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Alors, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est l'heure du magazine Nos Nouvelles apportées par Intexto. Il est 7h29. Intexto.ca pour toutes les autres informations sur les communautés culturelles ici, notamment les Haïtiens. Nous sommes sur Facebook. Mm-hmm. Ce sont les nouvelles d'Haïti pour l'instant, Haïti. Oui, le gouvernement serait sur je ne dis pas sur le point, mais serait prêt à revoir l'arrêté sur le fonctionnement de la PNH. Et effectivement, à battre en retraite par rapport à l'arrêté qui a été publié et qui avait fait couler beaucoup d'encre, vous vous souvenez, beaucoup de réactions, des gens, il y en a même qui disaient, comme le sénateur Jean-Renal Sénatus, que le gouvernement vient de révoquer le chef de la police, Michel-Ange Gédéon. Alors hier,
lui, comme président de la commission Justice et Sécurité du Sénat, avait rencontré le CSPN au complet, le Premier ministre, le chef de la police, tout le monde, sauf le président, le chef de l'État, qui n'était pas là, qui fait partie du CSPN aussi. Et selon Jean-Renel Senatus, le gouvernement serait prêt à se rétracter. Premier ministre et CSPN nous fournit des informations pour montrer nous que c'est dans l'esprit pour harmoniser des démarches ou du moins décisions qu'elle prend au niveau de la police qui a été prise. Si il y a faille non arrêté, ils sont prêts pour rétracter et faire prendre les décisions qui s'imposent. Bon, pour la commission, nous accepter qu'il y a faille. Nous dit que arrêter à violer la loi et puisque le violer la loi, faut gagner une correction qui peut aller qui permettre la police là lorsque pouvoir ça aller l'autre pouvoir venir pour le pas politiser et nous entendons nous sur ça Premier ministre avec le Conseil des ministres et le président de la République pour regarder comment il est capable de porter correctif avec question arrêté CSPN. Voilà, Jean-Renel Senatus. Et puis le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine est intervenu sur la question de la sécurité, puisque ce sujet-là a été largement abordé pendant la rencontre à huis clos, évidemment. Ce qu'a dit et répété Jacques Guy-Lafontaine, c'est que la population doit fournir de l'information à la police, au gouvernement, à propos des bandits, afin que la police puisse mieux agir contre ces bandits. Mais d'un autre côté, vous allez l'entendre, Jacques Guy-Lafontaine dit qu'il dispose de toutes les informations nécessaires. Les garanties que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exécutif, et plus précisément au niveau du CSPN, nous travaillons pour nous gagner plus de sécurité dans le pays. Nous travaillons pour nous, pour avec sécurité que le pays a gagné, pour nous capables d'attirer les investissements dans le pays. Pour nous suspendre voler terre, pour nous suspendre agresser le monde. C'est l'occasion que m'a profité pour demander chaque haïtien, chaque haïtienne, pour collaborer avec la police. Les des informations pour partager avec la police. Parce que question de sécurité pays, c'est pas question la police seulement, c'est pas question parlement, c'est pas question exécutif, c'est une question qui intéresse nous toutes. Bien sûr, nous-mêmes, nous travaillons très dur, mais c'est mettre Kokveko, nous avons besoin d'informations pour nous continuer de traquer les bandits. Garantie que nous c'est que Jean, directeur de la police, dans deal là, nous gagnons toute information et très prochainement, nous menons tout bandit devant la justice. Alors, quelle information le Premier ministre demande à la population maintenant? C'était vraiment contradictoire, ça. Bon, on va voir ça peut-être dans les commentaires. Écoutez, Woni Desroches aussi, on parle cette fois des États généraux, encore des États généraux. Il a lui-même donné son point de vue, Jean-Huma. Oui, justement, Woni Desroches, secrétaire rapporteur du secrétariat du comité de pilotage, et indique d'abord que 6 mois, c'est trop peu pour le comité afin de travailler sur cette question-là et qu'il faudrait que le chef de l'État accorde un peu plus de temps au comité de pilotage pour travailler. D'un autre côté, Woni Desroches a abordé toute cette bisbille qu'on entend au sein à la fois du comité de pilotage mais au sein du secrétariat. Il dit tout ça, c'est en raison de l'incapacité des Haïtiens, de tout un chacun, à faire des compromis. Donc, voyez-vous, même au niveau du comité de pilotage ou du secrétariat général, justement, ce sont des gens qui devraient se montrer leur capacité et démontrer, hors de tout doute, leur capacité à faire des compromis. Il n'y en a pas. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a une controverse aujourd'hui entre Pradel Henriquez, membre du secrétariat, et Louis Nopierre, qui est le secrétaire exécutif même du secrétariat du comité. C'est que je crois que par rapport à l'importance du travail là, pour faire un état général sur toute question ça pour 10 départements géographiques, tout secteur dans le pays, tant que au bail là, il vraiment coûte. 6 mois coûte. Donc peut-être au grand monde qui a une responsabilité pour faire bail avancer, il veut bail avancer vite. Mais parfois, nous-mêmes tout, gagner l'heure au niveau haïtien, on a discuté, nous pas gagner le sens du compromis. C'est-à-dire que
si ou gain telle opinion, ou voulez absolument que c'est opinion par là qui prévaloir ou pas faire compromis avec l'autre là, etc. C'est problème ça qui posé, il était posé au niveau de comité de pilotage là, il posé tout au niveau secrétariat technique là, même quoi que il faut que nous joignions ajustement entre eux, de telle sorte que décision qui prend yo refléter au moins le sentiment de la majorité, sinon le sentiment de tout le monde. Voilà. Pas de compromis possible, même au comité de pilotage des États généraux. C'est vraiment dommage. Alors, tu l'avais annoncé au début de l'émission, Jean-Huma, il y a un site internet en Haïti qui donne des informations sur le Parlement. Le fonctionnement du Parlement, oui. C'est super intéressant. C'est l'OCID, ce qui est l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, qui vient de mettre sur pied ce site internet et sur lequel on peut retrouver toutes les activités du Parlement. Si vous voulez savoir quelle est la prochaine loi sur laquelle le Parlement va se pencher, ou quelle loi qui a été votée cette semaine, ou qui a été votée, je sais pas, il y a 1 an et tout ça, ben, vous pouvez aller sur ce site-là pour vous informer. Vous pouvez aussi savoir quelles sont les activités, comment ça fonctionne le Parlement. Et il y a une enquête que l'OCID est en train de réaliser, mais le résultat va être rendu public bientôt. L'enquête les questions ont déjà été posées à la plupart des gens au niveau de la population, en tout cas une bonne frange, question de savoir quelle est la perception de la population haïtienne par rapport à leurs parlementaires. Est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils sont à leur place? Est-ce qu'ils légifèrent au lieu de faire autre chose? Il y a tout ça. On va écouter Ronnie Desroches. C'est www.ocidhaiti.org. m'a répété le pour nous bien prendre. Donc, www.ocidhaiti.org. Sous site ça, il y a un onglet qui relève suivi parlementaire. Eh bien, chaque lundi, site ça, onglet ça, nous actualiser et nous capables de joindre qui loi qui était votée pendant la semaine passée, qui commission qui réunit pendant la semaine ça. Donc, un monde qui besoin informé sur activité parlement, eh bien, capable d'aller sur site ça régulièrement. Et l'autre bagaille tout qui est très important, nous pral mettre sur site là tout les lois qui en discussion au Parlement, les lois qu'il y a votées dans le Parlement. Et l'autre bagaille tout, nous capables de signaler à propos de suivi parlementaire ça, c'est que nous gagnons une enquête que nous fait enquête là li en traitement qu'on y a là, nous pensons d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, nous pourrons gagner résultat enquête là. Son enquête qui faite à travers tout le pays sur qui perception citoyenne yo gagne des parlementaires. Comment est parlementaire? Est-ce que vous connaissez parlementaire? Est-ce que vous trouvez que le parlementaire a fait le travail correctement? Voilà. Et l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie se dit inquiet aussi par rapport à la formation du Conseil électoral permanent. Vous savez, depuis 1986, Haïti peine à mettre sur pied un Conseil électoral permanent. Ça s'appelle toujours CEP, mais le P, c'est pour provisoire et jamais permanent. Et là, il y a tout un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois déjà. Et la façon dont ça devrait fonctionner, c'est que selon la Constitution, il y a plusieurs secteurs dans le Parlement, le secteur judiciaire, droits humains, des choses comme ça, qui devraient choisir un nom pour finalement avoir 9 conseillers électoraux pour former un conseil électoral permanent pour 10 ans. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont prêts. Il y en a d'autres qui traînent la savate un peu avec ça. Et l'Observatoire dit, écoutez, on va pas attendre à la veille des élections qu'on va monter un conseil électoral broche à foin, puis à la va-vite comme ça, et puis parce que on a traîné beaucoup avec ça, on va écouter un autre porte-parole de l'OCID, Abdonel Doudou. Primer, préoccupation nous par rapport au fait que le processus allait lentement et parce que nous pas souhaiter que l'année prochaine, lorsque pour l'élection vous faites, c'est à la va-vite que au conseil qui prend le travail. Naturellement, le conseil électoral provisoire qui est actuellement en exercice, toujours en exercice, pas campé,
il n'est pas dysfonctionnel, ce qui fait espérer que au moment où le processus là pour le démarrer, a bien des préalables qui sont déjà faits. Mais n'empêche que nous demandons acteurs qui concernent, décideurs, pour qu'ils accélèrent le processus là, mais pas seulement accélérer, mais aussi prendre des mesures pour permettre que ils mettent en confiance le maximum d'acteurs possible pour ne pas arriver à un conseil électoral permanent en pour version mornée, nous avons gagné entre 2013 et 2014, nous bien songez ça. Réviser et puis standardiser façon que yo compter bulletin. L'OCID qui fait aussi, Jean-Louis Magoudou, des recommandations par rapport à l'organisation des nouvelles élections. Oui, absolument. Beaucoup de recommandations, notamment la mise à jour du registre électoral, voire à la question de l'accessibilité des bureaux de vote, leur placement, des choses comme ça. Vraiment, il y a à peu près une quinzaine, toute une liste de recommandations, et l'OCID met la barre assez haute. Et je me demande dans quelle mesure si Haïti réussit à faire tout ça, ben voilà, c'est la démocratie. Standardiser façon que yo compter bulletin de vote yo. Et doter CEPA d'un budget propre, créer un fonds spécial pour financer l'élection, pour nous suspendre faire élection avec l'argent étranger que ban nous, créer un chaire universitaire de formation électorale, favoriser l'application quota constitutionnel de 30% de représentation de femmes dans les fonctions politiques, surtout électives, et prendre des mesures incitatives pour encourager que plus de femmes participent dans l'élection, n'emporter aux candidates. Instituer un système électoral proportionnel qui a plus facilité que mesdames représentées particulièrement au niveau du Parlement. Mettez en clause dans la loi électorale là qui oblige l'exécutif publier non délai précis résultat qui proclamé par CEPA. Voter loi organique CEPA, faire du Conseil constitutionnel l'institution qui valide ou invalide les pouvoirs des élus, réviser possibilité pour que yon élu porter le candidat à l'autre poste électif pendant que lui encore en fonction. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec nos avocats pour Prince Jean-Louis? Ça a l'air qu'il y a un certain nombre d'avocats qui souhaiteraient laisser leur juridiction respective pour venir plaider à Port-au-Prince. Et le barreau de Port-au-Prince a publié dans le Nouvelle Liste une liste de 71 avocats comme ça qui essayent de laisser leur juridiction, mettons qui font partie du barreau de Gonaïves, puis ils viennent à Port-au-Prince pour plaider et puis gruger dans les plaidoyers des avocats de Port-au-Prince. Et le barreau de Port-au-Prince les a dénoncés, et eux autres, ils prennent ça assez mal et ils menacent de poursuivre le chef du barreau. Est cité dans cette liste. Si nous avons plaider dans notre juridiction, nous sommes capables de demander barreau d'attache nous pour nous une feuille de route. Si nous avons un problème au cours de la route, avocat qui dans la juridiction qu'on nous va plaider, capable nous soutient seulement. Mais après ça, nous avons autorisation pour nous plaider dans toute l'étendue du territoire pays. Si les noms sanctionnés ont paru dans la presse le 25 février dernier, les 71 concernés restent sous le choc de l'accusation d'agir en dehors de toute règle d'éthique et de porter atteinte au prestige et à la dignité de la profession. Et maintenant, le bâtonnier leur laisse une ultime chance, celle de se désister, et bien sûr, l'accueil des sanctionnés n'est pas favorable. Brenor Siméus est l'un des 71. Pour nous, écrire un acte de désistement, ou publier un nom de manière injuste, ou diffamer, client abgadé, tant sur le plan national et international, et puis qu'on a demandé seulement pour m'écrire, pour me dire, pas poursuivre, parce qu'on fait mon mal, même dans 71 avocats, on va le républier dans le même journal là, dans la même page là, nous dit non, pas écrit et ne pas jamais écrit, et nous aller jusqu'au bout. Nous allons attaquer le temps sur le plan national et international. Un avocat contre qui l'on a porté atteinte est passible d'une sanction disciplinaire de 3 ans de suspension par son barreau d'appartenance. Toutefois, les barreaux sont autonomes et un avocat relevant du barreau de Petit-Gouave ne peut être sanctionné par celui de Port-au-Prince. C'est ce que rappelle Brenor Siméus. Barreau d'attache moins à notifier ni m'ka font recours devant la Cour de cassation. Recours devant le Cour de cassation suspensif. Dès que me fait sanction tombée en attendant que la Cour de cassation tranche. Pas de pièce sur barreau même dans la République là. Moi faire partie de un barreau, 17 autres barreaux dans la République là, pas de pièce conseil de discipline. Barreau dans la République là qui a droit sur Fondation Fabienne Colas vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Rousier, Wesley, défilé rara, rap créole et plus de 100 artistes.
Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Moncourt. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer un produit, aller monter pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Marché, ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Ah ouais, il est 7h50. Ouais. Déjà. 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également. Alors, ce sont les commentaires. La présidence, le gouvernement, l'exécutif serait prêt à se rétracter, à retirer cet arrêté, à arrêter cet arrêté. Je me demande si c'est pas juste un discours. Je ne vois pas le gouvernement en train de faire un autre arrêté pour dire, écoutez, ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, ça ne marche plus avec la PNH. Pourquoi pas? Parce que c'est le gouvernement? Non. C'est absolu? Parce que premièrement, normalement, le gouvernement va sortir très affaibli dans cette affaire-là. Et je me demande aussi, est-ce que c'est pas juste pour calmer les parlementaires qu'ils disent ça aussi? Très affaibli, je ne pense pas. Au contraire, le gouvernement pourrait se renforcer. C'est pas parce que si on a fait une erreur, c'est pas parce qu'on s'excuse qui fait qu'on devient petit. À ce moment-là, on devient grand. Si le gouvernement reconnaît que ça a été une erreur, et tout le monde, apparemment, tout le monde, indique que bon, c'est en violation de la loi, cet arrêté-là. La loi de 1995 sur la création de la police nationale. Alors, si le gouvernement refuse d'entendre, c'est pas ce qui va faire grandir le gouvernement. Je suis entièrement d'accord. Par contre, je me demande vraiment, d'abord, est-ce que le gouvernement présente ou va présenter des excuses? Ça, c'est la première chose. Parce que, comme ils l'ont annoncé dans cet arrêté, et ça a fait beaucoup d'écho, j'imagine que ça n'a pas sonné trop bien dans l'oreille du gouvernement quand ils entendent tous ces commentaires, que ce soit des parlementaires, des politiques, des acteurs de la société civile qui réagissent de façon un peu favorable à cet arrêté. D'abord, ça prendrait, si c'est vrai qu'ils vont le faire, s'ils ont compris, ils ont fait une erreur, de présenter des excuses. Après, on va voir la procédure administrative, puisque c'est un arrêté qui a été pris. Nécessairement, ça prend un autre arrêté pour le révoquer. Bien sûr. Mais d'abord, avant même de penser à voir partir cet arrêté, on s'attendait à ce que, ne serait-ce dans un communiqué ou une déclaration parmi les milliers de porte-parole que le gouvernement a maintenant, qu'on puisse dire, voilà, on a mal compris la chose, c'était mal interprété, on va clarifier 1, 2, 3. Là, il va falloir... En fait, je ne le vois pas comme un engagement formel du gouvernement de retirer l'arrêté, même si, selon le sénateur, il serait prêt à faire ça. Est-ce que ce n'est pas juste un discours pour calmer un peu le parlementaire? Il y a une partie de ce que tu dis qui est probablement vrai. Pourquoi? Parce que, à écouter Jean-René Senatus, ce qu'il a dit, c'est que le gouvernement a dit, si jamais il y avait une erreur, le gouvernement ne reconnaît pas encore qu'il y a une erreur, mais... à demi-mot, le gouvernement reconnaît que ça va pas. Parce que quand le gouvernement commence à dire si jamais il y a une erreur, on va essayer de... Donc il n'est pas encore d'accord qu'il y a une erreur. Ou peut-être qu'ils sont en train de préparer les esprits à cette rétractation.
Ou peut-être qu'ils sont en train de dire un discours qu'ils pensent que les parlementaires vont apprécier, du genre que si c'est vrai on est convaincu que c'était pas bien, on va le faire et les parlementaires vont être contents d'entendre ça. Ils disent ça juste pour ça. Ouais. Et puis il va falloir voir est-ce que ça va partir réellement comme ça, est-ce qu'il y aura des excuses ou un changement d'arrêté, ou tout simplement le gouvernement reçoit énormément de pression par rapport à d'autres secteurs qui ont peut-être placé leurs pions au sein de la police. Peut-être. Bon, on n'a pas les données, mais c'est pas impossible non plus cet aspect-là. Et comme je te dis, si j'entendais un des porte-paroles ou le Premier ministre lui-même dit à la radio ou dans un communiqué ou n'importe où, je ne sais pas, qu'il se peut qu'on revoie cet arrêté-là, on comprendrait mieux. Ce serait beaucoup plus intéressant d'entendre ça du gouvernement au lieu de Monsieur Senatus, dans le sens où c'est pas un engagement qui a été pris, c'est surtout la possibilité, en tout cas selon ce que le sénateur a apporté. Mais c'est déjà un bon pas, hein. J'ai l'impression qu'on commence à préparer les esprits à nous dire, mais vous voyez, on va... Mais c'est là mon problème, rien ne dit que ça va se faire effectivement. Oui, je sais, mais s'ils vont le faire, ce serait très bien. Mais ils auraient pu tenir en mordicus là en disant bon, on a pris un arrêté, c'est comme ça. On a aucune garantie. Et puis comme on avait analysé il y a quelques semaines, Jean-Numa, tout ça explique un malaise énorme entre le gouvernement d'une façon générale et la police. Est-ce que mettre de côté cet arrêté va solutionner automatiquement ce malaise? Le gouvernement, sur le plan de l'opinion publique, est assez dos au mur. Et le gouvernement a intérêt à calmer un certain nombre d'esprits par rapport à ça. Il y a une menace d'interpellation, même s'il y a... Bon, il y a une interpellation, pas une menace. Même s'il n'y a pas de grand risque que le gouvernement reçoive un vote de non-confiance, mais c'est quand même là. Il y a beaucoup de critiques par rapport au gouvernement et je crois qu'ils ont besoin de calmer un peu le jeu, calmer la situation. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, les états généraux, il faut en glisser un mot, on n'a pas beaucoup de temps. Finalement, moi, je commence vraiment à douter sérieusement de la faisabilité de ces états. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Quand tu as une structure comme ça, dès le début jusqu'à la fin, qui n'arrive même pas à s'asseoir, à s'entendre, là, ça ne marche pas. Ça. Et le pire, c'est qu'on ne parle pas de vulgaires citoyens. On parle des gens qui sont habitués avec les normes, les protocoles, qui sont habitués avec tout ce qui est de planification des choses. C'est pratiquement l'élite, là, de ce pays-là. Qui n'arrive pas à faire des compromis. Comment vous allez demander à toute la population dans son ensemble de faire des compromis? Tu viens d'ouvrir un débat qu'on ne peut même pas faire sur l'élite. Est-ce qu'il y a eu des élites en Haïti? J'ai dit c'est pratiquement. En tout cas, demain on vous retrouve, mesdames et messieurs, 7h pour une autre édition de nos nouvelles.